Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, parlons vrai avec Nicole Belloubet, qui est ministre de l'Éducation nationale. Nicole Belloubet, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, je pense aux parents, je vais attaquer dans le vif, tout de suite. Je pense aux parents des élèves de seconde. 550 000 élèves. Promesse de Gabriel Attal. Un stage de 15 jours en milieu professionnel au mois de juin. Combien d'élèves ont trouvé un stage ? C'est très difficile à dire aujourd'hui parce qu'en réalité, nous ne comptabilisons que ceux qui ont fait remonter des conventions de stage et certains les feront remonter au dernier moment. En tout cas, on est vraiment extrêmement mobilisés sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, lundi, je serai avec Patrick Martin, le patron du MEDEF, dans une manifestation en Île-de-France où nous relancerons à nouveau la mobilisation des entreprises pour accueillir les stagiaires. Relancé, si j'ai bien compris. On a une plateforme qui s'appelle Un jeune, une solution. Combien d'offres sur cette plateforme ? Alors, il y a, au moment où je parle, je crois qu'il y a 30 000 offres ou quelque chose comme ça, ce qui est un élément, mais il y a aussi presque 40 000 entreprises qui ont laissé leurs coordonnées pour qu'elles puissent être contactées. Donc je crois que c'est une mobilisation vraiment tous azimuts. Les services publics, les ministères offrent 85 000 stages. Moi-même, d'ailleurs, j'accueillerai des stagiaires à mon cabinet. Un petit Éthan qui viendra de Toulouse et puis d'autres jeunes filles ou jeunes gens. Donc il y a une vraie mobilisation. C'est la première année, donc c'est certain qu'il faut une montée en puissance, mais je suis très confiante sur cette initiative. Et les élèves sans stage, que feront-ils ? Les élèves sans stage seront accueillis dans leur lycée. Nous mettrons à disposition... Là où il n'y a pas le bac, parce que dans certains établissements, on passe le bac. J'imagine qu'on pourra tout à fait trouver une salle pour les accueillir. Et il y aura également des dispositifs qui seront proposés par l'ONICEP pour connaître les métiers. Bien. Les violences dans les établissements scolaires, je sais qu'on vous interroge très souvent sur le sujet, mais c'est essentiel. C'est une réalité. C'est une réalité. Dans certains établissements, mais je voudrais juste dire, pardonnez-moi, je voudrais juste dire que l'école, c'est 12 millions d'élèves. Et qu'on a parmi ces élèves et ces enseignants, énormément de réussite et énormément de sérénité dans un certain nombre d'établissements. Maintenant, il faut prendre en compte la réalité des choses et donc, effectivement, certains phénomènes de violence. Alors, un lycéen, je vais vous donner des exemples. Un lycéen de 18 ans a été mis en examen écroué avant-hier dans le Maine-et-Loire, agression au couteau en plein cours contre une enseignante et 2 élèves. Pour quel motif ? On sait pourquoi cet élève a porté des coups de couteau? Non, on ne le sait pas. J'ai eu l'enseignante au téléphone, bien entendu, pour... prendre de ses nouvelles et pour parler avec elle. Elle a été évidemment surprise par l'acte, elle est choquée, mais c'est une femme qui a besoin d'être accompagnée, mais qui est très tonique, et elle n'est pas capable de dire la raison pour laquelle ce jeune a eu cette attitude. Elle m'a dit qu'au moment de l'acte, il avait un regard particulier qui lui semblait être ailleurs. Mais actuellement, donc, vous le savez, il a été pris en charge par l'autorité policière et judiciaire, mais on ne sait pas davantage. Avant-hier, à Carcassonne, une élève de 16 ans, scolarisée dans un lycée de la ville, le lycée Charles-Cros, a été placée en garde à vue pour des menaces de mort envers son enseignante, suite à des remarques de la professeure à certaines élèves, remarques sur leur tenue vestimentaire. Appartenance religieuse ? Je ne le sais pas exactement. Nous avons là également réagi immédiatement, puisque vous le savez, la jeune femme qui, je crois, a été fichée S. Oui, elle était fichée S pour ses liens avec les islamistes. Donc nous l'avons appris à ce moment-là. Moi, mon souci, c'est évidemment d'être auprès de la communauté enseignante pour leur dire notre soutien juridique, psychologique, et également être certain que nous pouvons former un bouclier autour de l'école. Alors justement, Nicole Belloubet, est-ce que les chefs d'établissement savent que certains ou certaines de leurs élèves sont fichés S ? Nous ne savons pas toujours. Et c'est regrettable, non ? C'est un point qui mérite d'être éclairci. Vous demandez à ce que les chefs d'établissement et les enseignants sachent ou pas
si leurs élèves sont fichés S. Moi, je crois qu'il est important de savoir quels sont le chef d'établissement, qu'il sache à quels élèves dont il doit répondre. Ça, je crois que c'est un point important. Là, le placement ensuite dans les classes, c'est une affaire d'équipe éducative. Mais alors, attendez, c'est un point à éclaircir, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, Nicole Belloubet ? C'est-à-dire qu'il faut que je mesure les conséquences que cela suppose. Mais vous savez, nous allons... Mais vous êtes favorable à ce que les chefs d'établissement sachent... Je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Nous avons la volonté de traiter de manière particulière les élèves qui sont susceptibles ou en voie de radicalisation. Je dois présenter dans les semaines qui viennent, même dans les jours qui viennent, un projet de prise en charge de ces élèves. Je crois que c'est important que nous ayons un traitement spécifique de ces élèves. Donc ces élèves seront traités spécifiquement. Absolument, je crois mais que le chef d'établissement doit savoir. Oui. Doit-il savoir s'il y a un traitement particulier de ces élèves, ce que je souhaite, il faudra évidemment que les chefs d'établissement soient au courant. Soient au courant si l'élève est fiché S ou pas. Il faudra pour des raisons religieuses. Le fichage S n'a pas à voir. Non, absolument. Effectivement, mais enfin tout de même. Bien. J'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, l'interview de Bertrand Chamoulot, qui est le directeur national du renseignement territorial. Oui, dans le Figaro. Oui, dans le Figaro. Que dit-il ? Il parle du cas des frères musulmans. 100 000 aujourd'hui contre 55 000 en 2019. Il dit, il y a une réelle prise de conscience du danger. C'est notamment le cas dans le milieu scolaire où la conception française de la laïcité subit une offensive forte. Vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que la conception française de la laïcité subit une offensive forte en milieu scolaire ? Il y a, je crois, deux éléments. Il y a des offensives contre la laïcité. Nous y répondons avec beaucoup de fermeté. Je pourrais, si vous le souhaitez, développer tous nos dispositifs de réponse. Donc oui, il y a des offensives contre la laïcité telle qu'elle est conçue en France. Et vous le savez, pour moi, la laïcité, c'est un vecteur à la fois d'égalité dans les établissements, de neutralité absolue, ce qui permet finalement à toutes les différences de s'exprimer profondément en dehors de l'école. Et je crois qu'elle doit être absolument préservée. Donc ça, c'est un premier point. Oui, il y a des offensives et nous sommes vraiment arc-boutés pour que cette laïcité à la française s'impose dans nos établissements scolaires. Mais je crois aussi, et c'est le deuxième point, que les jeunes ne comprennent pas toujours ce qu'est la laïcité. Et je crois que nous avons à expliquer ce qu'est la laïcité. Telle que nous la concevons, c'est-à-dire de bien dire que c'est une loi d'égalité et de liberté. À côté de moi, un conseil des sages de la laïcité qui m'apporte son regard, ses préconisations sur la manière dont nous devons appliquer la laïcité dans les écoles. Je compte mettre en place un conseil des jeunes de la laïcité pour que nous puissions comprendre quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent dans la conception de la laïcité telle que nous la proposons. Un conseil des jeunes de la laïcité, oui, composé de jeunes, de lycéens, absolument, oui, qui nous aideront, qui nous aiguilleront sur une meilleure compréhension de ce qu'est la laïcité et sur donc une meilleure application puisque nous sommes intransigeants sur l'application de cette laïcité. La transposition dans les établissements scolaires de la guerre au Proche-Orient, entendu dans un lycée de Bagnolet, les Juifs dirigent le monde, propos antisémites dans plusieurs établissements, vous l'avez constaté, c'est remonté. Oui, nous avons depuis le 7 octobre constaté environ 1500 actes de racisme ou d'antisémitisme essentiellement. Là encore, nous sommes depuis longtemps porteurs d'une politique de lutte contre ces actes antisémites qui fait que nous intervenons en amont, en prévention, avec des équipes valeurs de la République qui sont extrêmement présentes, avec un vade-mecum qui précise différents cas qui permettent aux professeurs de savoir quelle attitude tenir face à un acte antisémite, et puis évidemment la sanction, puisque ces actes ne sont en aucun cas admissibles. Je change de sujet. Les téléphones à l'école, les réseaux sociaux, expérimentation. Je vous en parlais à Sommières, dans le Gard, lycée Lucie Aubrac, où on a instauré des journées sans portable, et ça marche très bien. Les élèves ont retrouvé le sourire. Je sais qu'il y a une expérimentation qui aura lieu à partir du mois de septembre, vous l'avez annoncé, au collège. Oui. Hein. Dans combien de collèges ? Écoutez, moi je voudrais qu'il y ait déjà au moins un collège par département et plus si c'est possible. Là, alors d'abord permettez-moi de dire que je pense évidemment que les portables au collège, c'est
vraiment un drame. On voit bien ce que cela peut générer comme utilisation des réseaux sociaux, y compris dans le collège, et comme conséquence parfois dramatique. Et pendant les cours. Bon, donc, alors qu'en réalité, la loi déjà interdit les téléphones. Donc le problème pour nous, la question, c'est de passer de ce que dit la loi à la réalité, à l'effectivité. Cela suppose évidemment que nous soyons en capacité de trouver un lieu où les élèves peuvent soit déposer leur portable à l'entrée au collège, soit au contraire avoir des systèmes de blocage et de verrouillage où ils garderaient le portable. Donc expérimentation à la rentrée. Donc expérimentation, et vraiment je voudrais... Vous êtes favorable à une généralisation? Mais absolument, mais à un point. Et figurez-vous que j'étais l'autre jour à l'Élysée, il y a eu une remise de prix... en faveur de la lutte contre le harcèlement, et je disais cela à des enseignants. Il y a une enseignante qui m'a dit: mais madame, il faudrait également le faire à l'école élémentaire, à l'école primaire, parce qu'il semblerait qu'il y ait déjà, ce qui me semble incroyable, des portables qui circulent à l'école primaire. Aussi à l'école élémentaire. On va déjà le faire au collège, ça me semble essentiel, et nous verrons ensuite. Je me permets d'ajouter que le président de la République a réuni une commission écran et qu'il doit présenter des mesures à partir des préconisations qui lui ont été remises par cette commission écran. Évidemment, ce sera un point très important. Alors parlons de la rentrée prochaine, le choc des savoirs, dit Gabriel Attal, cher à Gabriel Attal. Groupe de niveau en maths et français en 6e et 5e, possibilité de changer de groupe en cours d'année. Groupe de niveau ou groupe de besoin? Groupe de besoin. Ah, vous refusez l'expression le groupe de niveau. Je considère que la terminologie groupe de besoin correspond mieux à ce que nous allons faire et à ce que je souhaite avec le Premier ministre qui soit fait au collège. L'idée, en 2 mots, c'est de permettre aux élèves d'avoir de meilleures modalités d'apprentissage. Et cela, l'idée que nous avons derrière, c'est évidemment une pédagogie différenciée en fonction des besoins des élèves. Et je le redis ici, il faut absolument, et je refuse absolument le tri social, c'est-à-dire que contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, avec l'idée selon laquelle on mettrait les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, ce n'est pas cela du tout que nous voulons faire. Comment ça va fonctionner dans les classes? Il va falloir plus de profs, plus de classes. Oui, il va falloir plus de profs, c'est bien ce que nous disons, et plus de classes. Il y aura plus de profs à la rentrée? Oui, c'est-à-dire que là où il y avait l'année dernière, mettons 3 classes de 6e, nous aurons 4 groupes qui nous permettront de mieux prendre en charge les élèves. Et que ces groupes pourront être brassés pendant l'année en fonction des systèmes des accroches pédagogiques. 4 groupes, 3 classes de 6e, 4 groupes, ça fait 4 classes de 6e, quoi, non? Si, on va dire comme ça, mais ça fait en tout cas 4 professeurs. Oui, ça fait 4 professeurs. Absolument. C'est-à-dire qu'à la rentrée, il y aura combien de professeurs en plus? Eh bien, nous avons estimé à 2300 professeurs le besoin pour couvrir ces nouveaux groupes. Bien. Vous devez faire des économies. On vous a demandé, comme tous les ministères, l'éducation nationale n'échappe pas à la règle budgétaire. Est-ce que vous allez retarder le déploiement du SNU ? Alors actuellement, le SNU se déploie. Vous le savez, nous avions 40 000 jeunes l'année dernière qui ont pu faire un stage de cohésion en fin de seconde. Nous en aurons 60 000 cette année. Nous sommes dans cette logique-là et cela va continuer. Et ça va continuer. Et la mise en place de l'uniforme ? Ainsi que nous l'avons dit, il s'agit à la rentrée prochaine d'une expérimentation. Oui. Nous nous donnons 1 an pour mettre en place cette expérimentation dans une centaine d'établissements que nous avons déjà. Oui. Et nous nous donnons 1 an pour voir ce que cela produit comme effet sur le climat scolaire, sur l'absence de discrimination. Est-ce que ça produit un effet sur ces éléments-là? Nous aurons une évaluation de cette mise en place. Je voulais vous parler d'Europe. Dites-moi, excellente idée, Nicole Belloubet, comment se fait-il que les jeunes, même s'ils votent moins que les autres classes d'âge, comment se fait-il que les jeunes votent Bardella, selon vous? Moi, je pense que on ne dit peut-être pas assez que, au fond, le Rassemblement national au Parlement européen n'a pas joué vraiment en faveur des intérêts des jeunes.
et que les positions qui ont été prises par M. Bardella, ou l'absence de position, en réalité, ne concourent pas aux intérêts de notre jeunesse. Or, moi, je voudrais ici redire aux jeunes qui nous écoutent et à leurs parents, que l'Europe, ça a donné vraiment des possibilités extraordinaires pour nos jeunes. Et vous savez, on le cite toujours, mais cela ne cesse de se déployer, le programme Erasmus, qui est vraiment un programme de mobilité qui ouvre sur d'autres cultures, d'autres pratiques professionnelles, puisque maintenant les jeunes des lycées professionnels et les jeunes apprentis y ont accès, et qui ouvre sur d'autres façons de vivre en Europe. Je trouve que c'est un outil extraordinaire. 700 000 jeunes ont pu bénéficier d'Erasmus. Cela, nous devons vraiment l'avoir en tête. Est-ce qu'on enseigne suffisamment l'Europe au lycée ? Parce que c'est dans le programme contemporain de la fin d'études. C'est vrai, mais nous allons... oui, nous sommes en train de réécrire une partie des programmes de nos établissements scolaires, écoles, collèges, et nous allons reprendre dans les cours d'enseignement moral et civique, nous allons reprendre ce qu'est l'Europe. Non pas seulement les institutions, c'est important de les connaître, mais aussi ce que cela signifie concrètement. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, ou si les jeunes, puisque vous m'en parliez, savent qu'ils sont citoyens français, bien sûr, mais citoyens européens. Regardez votre passeport, vous avez écrit Union européenne, République française sur la première page. Nous sommes des citoyens de l'Europe, les jeunes le sont, et je crois que c'est cela dont il faut prendre conscience aussi. Bien, la majorité pénale à 16 ans, les Français y sont favorables, et vous ? Vous avez été garde des Sceaux. Vous savez, j'ai toujours dit que lorsque j'étais garde des Sceaux, la question de l'abaissement de la majorité pénale, pour reprendre ce terme, s'est posée. Je n'y étais pas favorable. Je n'ai pas changé d'avis. Et je me dis au fond, mais je vais peut-être dire une hérésie, je me dis que si on peut être responsable pénalement, on doit pouvoir l'être civilement aussi. Donc majorité pénale, ça veut dire majorité... Moi, je me dis que si on abaisse la majorité pénale, alors abaissons la majorité civile. Ouais. Au fond, tout cela me semble aller de pair. Si la maturité du jeune... Vous êtes favorable ou pas à l'abaissement de la majorité civile à 16 ans ? Je ne suis pas défavorable. Vous n'êtes pas défavorable ? Non. Mais je suis plutôt favorable à cela. Plutôt favorable. Mais je parle à titre personnel, Monsieur Bourdin. Je ne représente pas du tout le gouvernement là. C'est très intéressant de vous entendre. Donc majorité civile à 16 ans, ça veut dire majorité pénale à 16 ans. Pourquoi pas ? Le permis de conduire est à 16 ans. On peut faire des tas de choses à 16 ans civilement. À ce moment-là, donnons la majorité civile à 16 ans. Donc civile et pénale. Voilà, ça irait de pair. Ça irait de pair. L'excuse de minorité aujourd'hui... Si vous voulez, je crois que le caractère éducatif doit toujours primer. C'est-à-dire que dans tous ces débats-là, moi j'ai été fidèle à l'idée de l'ordonnance de 45 sur quand on n'a pas la majorité, à la primauté de l'éducatif sur le répressif. Tout notre droit a toujours été construit comme cela. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire de répressif. On ne peut pas laisser impuni un acte. Je suis là-dessus extrêmement clair et très ferme. Et donc, vraiment, on ne peut pas ne pas répondre à un acte criminel ou délictuel. Quel que soit l'âge, il faut répondre. La réponse est adaptée à l'âge. Un rapport sur les institutions a été rendu par Eric Woerth. Oui. Il propose la fin du cumul des mandats. Ah bon, on change de sujet, là. Oui. C'est pas la fin du cumul des mandats, c'est au contraire, c'est la fin du non-cumul des mandats. Le rétablissement du cumul des mandats, vous y êtes favorable ou pas ? C'est un point sur lequel on peut réfléchir, en posant des limites. En posant des limites. Mais vous voyez, être maire d'une petite commune et être élu national ne me semble pas absolument incompatible. Je vais terminer avec l'autorité. À la rentrée, chaque élève devra se lever quand l'enseignant arrive en classe. Mais moi, je sais pas, je l'ai toujours fait. Je trouve que c'est naturel. C'est naturel. Je le fais quand il y aura des sanctions, c'est pour les élèves. Sanctions. Non, mais comment ? Non, mais n'exagérons pas. Non. On va d'abord expliquer dans un premier temps. Oui. S'il y a un élève qui est absolument rétif à cela, on verra comment on peut donner une punition qui soit proportionnée à cet acte. Mais si vous voulez,
Moi, je suis vraiment... Je trouve qu'il y a des gestes naturels de respect et que se lever quand un adulte entre dans une classe, ça fait partie de ces gestes naturels. Moi, si quelqu'un vient me serrer la main, je me lève. C'est absolument naturel. Et donc, je trouve que nos enfants doivent avoir cela aussi en tête. Des règles de comportement. Des règles de comportement et des règles de respect de l'autre. C'est d'abord ça qu'on doit enseigner. Oui, signalement sur Parcoursup des élèves perturbateurs, c'est le Premier ministre qui dit cela. Ça vous fait sourire? Non, ça me fait pas sourire. Nicole vous savez, non, ça me fait pas sourire. Ah bon? Je répondrai deux choses. Enfin, si vous me voyez sourire, c'est parce que je suis ravie d'être avec vous. C'est gentil. Je dirais deux choses. Nous avons engagé une concertation sur les mesures qui avaient été proposées par le Premier ministre dans son discours de Viry-Châtillon. Donc, on a isolé 10 mesures. Celle sur la mention, sur les conséquences sur les examens, n'a pas fait l'objet d'une unanimité. En revanche, il faut savoir vous êtes opposé. Il faut savoir, je viens de vous répondre, il faut savoir que sur Parcoursup, j'ai compris. Il faut savoir que sur Parcoursup, il y a déjà la possibilité d'une appréciation portée sur le travail de l'élève, sur son comportement. Oui. Donc on peut parfaitement utiliser cette case-là, cet encart-là pour mentionner quelques éléments. Parcoursup qui s'est bien passé? Je crois. D'abord, Parcoursup, c'est un processus, c'est-à-dire que nous avons eu hier les premières remontées avec des élèves qui sont admis dans certaines ou en attente. Je crois que Parcoursup ne cesse de s'améliorer année après année et nous nous améliorons encore, bien sûr. Merci, Nicole. Ah, j'ai un mot, tiens, Nicole Belloubet. Je voulais avoir votre avis en tant que vous avez été garde des Sceaux, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous très attaché à la liberté de la presse. Absolument. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse contester, qu'on puisse venir manifester et demander l'interdiction de l'interview de Benjamin Netanyahou? Peut-être est-ce en tant qu'ancienne membre du Conseil constitutionnel que je peux parler. On a toujours dit que la liberté d'expression était une condition première de la démocratie. Merci Nicole Belloubet d'être venue nous voir. 8h56, 0826 300 300. Vous réagissez évidemment tout à l'heure entre 9h et 10h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.